sens-là, mais pas dans celui-là. Ouais, je suis bien. Donc moi c'est Mathieu Piloche. Avant de venir ici, j'ai fait Master 2 en écologie marine et en école d'ingénieur en environnement. Et j'ai travaillé à peu près 1 an sur le pico et le nanophytoplancton en estuaire de Seine. Donc je vais tout vous présenter ce matin. Donc moi j'ai étudié en particulier la dynamique spatiale et temporelle du nanophytoplancton. Donc déjà on va parler un peu de ce qu'est le phytoplancton. Le phytoplancton produit 50% d'oxygène respiré par les êtres vivants. C'est la base des réseaux trophiques pélagiques. C'est-à-dire qu'on le retrouve à la base de la chaîne alimentaire. On a le phytoplancton, le zooplancton, les petits prédateurs, les prédateurs et les super prédateurs. Et donc en fait, en fonction des tailles de phytoplancton, il y a plusieurs tailles de phytoplancton, on va avoir un impact différent. On a le pico-phytoplancton de 0 à peu près micromètres à 2 micromètres, le nano-phytoplancton, le nanophytoplancton de 2 à 20 micromètres, et au-dessus on a le microphytoplancton, c'est ce qu'on connaît le plus, c'est ce que les baleines mangent par exemple. Et ça change au niveau des réseaux trophiques. Les réseaux trophiques c'est les chaînes alimentaires. Si on est plus sur du microphytoplancton, on a des réseaux trophiques courts, de type herbivore, ça veut dire que c'est du microphytoplancton mangé par une plus gros d'animal, comme un poisson, par exemple une baleine, et après par exemple l'homme mange le poisson. Donc là on a juste une chaîne linéaire assez simple. Quand on est sur du pico du nanophytoplancton, on a des réseaux trophiques plus longs de type microbien, où le pico-phytoplancton se fait manger par une plus petite bête, une plus grosse bête, etc. Et c'est plus complexe. De plus, il y a une relation différente avec les sels nutritifs, parce que le phytoplancton peut vivre grâce aux sels nutritifs. C'est comme les plantes ont besoin de terre et d'eau, et le phytoplancton a besoin de lumière et de sels nutritifs. Donc le microphytoplancton va dominer les milieux eutrophes, c'est-à-dire les milieux riches en sels nutritifs. C'est ce qu'on va avoir par exemple c'est ce qu'on va avoir au bord de mer, c'est ce qu'on va avoir dans les rivières, et le nano et picophytoplancton va dominer les milieux oligotrophes. Oligotrophe ça veut dire faible en sels nutritifs. C'est type pleine mer, c'est ça particulier. En plein océan par exemple on a des milieux oligotrophes. Pourquoi? Parce qu'il y a un avantage compétitif. Le rapport surface-volume est plus élevé pour le nanopicophytoplancton que le microphytoplancton. Par exemple, on voit bien, si on a une cellule de microphytoplancton, il y a toutes ces faces, etc. Hop, il y a cette surface-là. Et si je suis sur du nanopicophytoplancton, donc des cellules plus petites, avec toutes ces petites faces, etc., de chaque côté, on a un rapport surface-volume de capture de sels nutritifs plus important que sur le microphytoplancton. Donc on a un avantage compétitif, donc dans des zones plus faiblement concentrées en sels nutritifs, le nanopicophytoplancton est plus fort. Mais, depuis quelques années, on relève de nombreuses études qui montrent un rôle non négligeable du pico du nanophytoplancton sur la biomasse phytoplanctonique en estuaire. Donc on est dans des zones riches en sels nutritifs. Et au jour d'aujourd'hui, on n'a aucun inventeur précis sur les différentes classes de phytoplancton en estuaire de Seine. Donc c'est ce qu'on va devoir étudier et que je vais vous présenter ce matin. Qu'est-ce qu'un estuaire? Un estuaire, c'est une interface mer-continent. En fait, un estuaire, c'est la zone où on a de l'eau salée, à peu près à 35 mg de sel par litre, et de l'eau douce à 0 mg par litre de sel. Donc c'est une interface entre la mer et le continent. C'est un habitat naturel très productif, et c'est une zone de nurserie pour les oiseaux et les poissons. Mais malheureusement, par exemple comme l'estuaire de Seine, c'est une zone très anthropisée, c'est-à-dire très impactée par l'homme. Il y a de nombreuses entreprises, comme c'est une zone fluviale, et donc il est essentiel d'améliorer notre connaissance pour protéger cet écosystème très fragile.
Donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, je vais vous identifier les différentes communautés piconado-phytoplanctoniques en estuaire de Seine. Après on va évaluer leur importance, parce que du coup c'est différent déjà de présenter les différentes espèces qu'on peut avoir, différentes communautés, et l'importance en termes d'abondance et de biomasse. Après identifier les facteurs environnementaux, qu'est-ce qui va nous faire qu'on va avoir plus de telle communauté, plus de telle une autre, est-ce que c'est différent de ces motifs, on va voir ça. Et on va évaluer l'importance des petites classes par rapport à la biomasse phytoplanctonique totale. Donc le site d'étude, c'est l'estuaire de Seine, donc avec le Havre à gauche, donc vous pouvez voir où se situe le Havre. Le bassin versant, en fait, c'est, imaginez une cuvette, s'il pleut à cet endroit-là, on va retrouver l'eau dans l'estuaire. S'il pleut de l'autre côté des bassins versants, il va pleuvoir dans un autre estuaire. Et donc en fait, le bassin versant de l'estuaire de Seine est de près de 80 000 km. Sur la Seine, il y a à peu près 18 millions de personnes qui vivent, et c'est 40% de l'activité économique nationale. Donc on a différents points qu'on peut voir, là, voilà, le canal, Tancarville. Donc l'importance de notre lieu d'étude est qu'on a des marées de type mégatidal. Donc c'est qu'on a de grandes marées, et on peut avoir jusqu'à 8 mètres en vision, c'est-à-dire quand il y a des grands coefficients de marée. Et par rapport à une courbe de marée standard, on a la tenue du plein, soit la marée haute, pendant 2 heures. Comme on peut voir là, pendant 2 heures, on a la tenue de la marée haute, contrairement à en mer, par exemple, normalement, la tenue du plein est de une demi-heure à peu près. Et on peut voir, par exemple, là, en fer tout à gauche, on est à l'extérieur de l'estuaire, et là on est à l'intérieur de l'estuaire. Donc on peut voir que la marée haute se déporte comme ça, et reste assez longtemps, du coup. On peut avoir, jusqu'à Rouen, on a à peu près 4 heures de marée haute, si on compte sur tout l'estuaire. Donc la stratégie d'échantillonnage, très important. On a fait 2 campagnes d'échantillonnage. Une on l'a fait en février et une en juillet, de 1 semaine. Donc on restait une journée entière pour avoir un cycle de marée haute et de marée basse à la Carence, à Fatouville et à Tancarville, qui sont 3 zones différentes et très importantes de l'estuaire. Puis après, on a étudié mensuellement 8 stations, ou 9 stations, en fonction de la qualité, les stations en rouge, que vous pouvez voir tout au long de l'estuaire. Donc on a échantillonné de janvier à décembre 2015. Et aux alentours d'un coefficient moyen de 80, comme vous avez vu sur le diagramme précédent, en fonction du coefficient de marée, on a des changements de tenue de plein et donc de masse d'eau. Donc les mesures, différentes mesures, et des mesures en continu sur le bateau, température, salinité, turbidité, ça veut dire turbidité, c'est le fait que l'eau soit trouble, la fluorescence, parce que du coup les plantes et les algues du coup émettent une fluorescence, c'est ce qui les caractérise, et la production primaire, donc c'est la biomasse totale de phytoplancton. Après, on a fait un profil vertical en mettant une sonde à la verticale, faisant la profondeur, la température, voilà, la salinité. Phycoérythrine, c'est un pigment de fluorescence, et l'oxygène. Et à chaque station, on a fait des prélèvements, sels nutritifs comme vous disiez, la matière en suspension, donc c'est tout ce qui peut permettre d'entraîner la turbidité, la biomasse, la chlorophylle A, la biomasse de chlorophylle A, et la diversité phytoplanctonique. Ça veut dire que pour du microphytoplancton, on a fait les échantillons pour pouvoir observer au microscope les différentes cellules de phytoplancton. Donc pour la biomasse phytoplanctonique, pour la chlorophylle A, on a fait 2 filtrations. Pourquoi on a fait 2 filtrations? Une à 0,7 pour avoir la biomasse totale, et une à 10 micromètres pour avoir la biomasse supérieure à 10 micromètres. Et en faisant la différence entre la biomasse totale et la biomasse inférieure à 10 micromètres, on peut avoir la biomasse supérieure à 10 micromètres et la biomasse inférieure à 10 micromètres. Donc on a toutes les biomasses qui nous concernent. C'est quoi que tu appelles la biomasse? La biomasse, en fait, c'est par exemple, si tu as la biomasse, comment dire, c'est le nombre de cellules de phytoplancton que tu as par litre. Et donc en fait, on le met on passe dans des filtres, et donc avoir 0,7, donc on a toutes les tailles de cellules. À 10, on a au-dessus, et du coup par un calcul, on peut faire on peut avoir inférieur à 10. Et parce que du coup, le nanophytophytoplancton, c'est cette biomasse qui nous intéresse. D'accord.
Donc ça tu peux aller, tu peux avancer là. Donc moi j'ai fait la cytométrie en flux. La cytométrie en flux c'est une petite machine qui sert vraiment pour les cellules sanguines, qui permet de savoir la taille et l'autofluorescence des cellules. L'autofluorescence parce qu'en fait, normalement sur la cytométrie en flux on met un marqueur pour pouvoir que les cellules soient fluorescentes. Par exemple pour les cellules sanguines, on fait ça, on met de la fluorescence dedans. Moi je travaille aussi sur les bactéries virus en directeur de sel et du coup on mettait un marqueur pour marquer l'ADN et pour avoir la fluorescence. Là pour le phytoplancton, comme c'est des plantes, on a de l'autofluorescence. Ça veut dire que la plante produit elle-même de la fluorescence. Et selon des longueurs d'onde différentes. Donc on a de la fluorescence vert par exemple, et celle qui va nous intéresser c'est la fluorescence orange et la fluorescence rouge. Ça différencie différents types de communautés de phytoplancton. Donc on peut voir par exemple là, sur des cytogrammes, en fait ça passe tout mon échantillon sur la machine, et donc mon échantillon en fonction de sa donnée, on va avoir une coordonnée pour la fluorescence et une coordonnée pour la taille. Ça c'est la taille. Là on a la fluorescence rouge et la fluorescence orange. On voit la bille, en fait ça permet d'avoir une référence. On sait que à cette hauteur-là, on a des cellules qui font à peu près 1 micromètre. Après c'est des échelles logarithmes, c'est-à-dire c'est pas des échelles en dizaines. Là on est à 0 et là on est à 1000. Et en fait on voit que la graduation c'est pas normal. Donc on voit que là on a des cellules qui n'ont pas de fluorescence orange, car elles sont à 0 là. Là on voit des cellules qui ont de la fluorescence rouge et de la fluorescence orange. Il s'agit de la communauté de Synechoccus. Et là on a les cryptophycés et là on a des eucaryotes. Entre 17 et 5 on est en milieu mésoalin, entre 5 et 0, entre 0 et 5 on est en milieu oligoalin, et en dessous on est en milieu limnique, c'est-à-dire en milieu d'eau douce. Donc on voit qu'en fonction des mois, cela change. Par exemple, chaque mois, on a la station 1 et 2 en milieu polyalin, la station 7 et 8 en milieu limnique, ici, mais que de la station 3 à la station 6, cela change fortement entre les mois. Par exemple, là, en janvier, on est en milieu mésoalin, et en avril, on est en milieu oligoalin, ainsi que en février et en mars. Donc là, c'est un peu plus complexe à comprendre, c'est en fait, on fait un diagramme TS. Ça veut dire que la température et la salinité. On a la salinité en X et la température en Y. Donc on peut observer deux périodes hydrologiques. On voit qu'en avril-mai, on a la station 1 là et la station 8 ici. Donc on voit qu'en avril et en mai, on a les stations 1, donc à l'entrée de l'estuaire, on a une température, c'est en plus c'est à l'envers, donc on voit qu'on a une salinité plus importante, là c'est normal, plus importante en entrée qu'en sortie, et qu'on voit que la température augmente plus on rentre dans l'estuaire. Vous voyez, regardez, on est là à 10 en entrée d'estuaire et on a 14 en sortie d'estuaire. Et de l'autre côté, c'est le contraire. C'est qu'en janvier, février, mars, on a une température plus chaude en entrée d'estuaire qu'en sortie d'estuaire. Pourquoi ça? C'est parce que, en fait, l'eau douce se refroidit et se réchauffe plus rapidement. Et donc, en fait, en avril-mai, on a des journées plus chaudes, et donc, ça commence à chauffer la masse d'eau, et en fait, l'eau douce est plus chaude. Surtout qu'elle vient de la rivière, elle a tendance à se réchauffer que l'eau de mer. L'eau de mer, en fait, elle a tellement une grande densité qu'elle garde une température et la température diminue. C'est pour ça qu'on voit que les lacs gèlent plus que la mer. Et voilà, c'est ça. Les sels nutritifs. Donc ça, c'est en fait dans les sels nutritifs, il y a différents. Vous connaissez peut-être le silicate, le phosphate, c'est ce qu'on parle dans les engrais de terre. Donc on voit là, à gauche on a le silicate avec différentes stations, à droite on a le phosphate. On voit que sur le silicate on a une augmentation de la concentration de l'aval à l'amont. L'aval c'est l'entrée de l'estuaire, l'amont c'est l'intérieur de l'estuaire.
et on a une dynamique spatiale et temporelle similaire pour le nitrate. On n'a pas le graphique là, mais on a une dynamique spatiale similaire. Et que sur le phosphate, on a une diminution de la concentration de l'aval à l'amont, le contraire de silicate. Pourquoi? Parce qu'en fait le phosphate c'est ce qui était mis dans les engrais chimiques avant, dans les lessives. Et donc en fait c'est un rejet des personnes. Sachant que là on a diminué par un coef 10 en 10 ans. C'est un plan phosphate entraîné par le ministère de l'Environnement il y a 10 ans. Et donc avant on était sur des données de 20 micromoles par litre. Et en 10 ans on a réussi à le diminuer par 10 en enlevant le phosphate des lessives par exemple. Et ça avait quoi comme impact quand il y en avait beaucoup plus du phosphate? C'est compliqué à dire oui ou non, mais en fait ça va entraîner, c'est ça qui va entraîner par exemple le phosphate, c'est ce que et l'augmentation des sels nutritifs, c'est ce qui augmente les marées vertes en Bretagne. Ah ouais. Parce que du coup si tu rajoutes plein de nutriments, c'est comme si tu Ouais, rajoutes plein d'engrais, quoi. ça rajoute plein de choses. Mais après si tu mets s'il y a trop de plantes dans l'eau, du coup il n'y a plus d'oxygène qui descend en dessous, ça fait comme un bouchon. Ouais. Donc c'est toujours l'extrême est toujours pas bon. Ouais. Et on voit qu'en avril, je ne sais pas si vous vous souvenez, la période où le débit était le plus faible, on a une diminution des sels nutritifs en aval en avril. Donc la biomasse phytoplanctonique, en fait la taille du camembert, c'est la biomasse phytoplanctonique. En jaune, c'est le pourcentage de chlorophylle inférieur à 10 micromètres, donc ce qui nous intéresse. Et en bleu, c'est au-dessus de 10 micromètres, donc ce qui nous intéresse moins. Donc on voit que le nanophytoplancton en janvier, février, en mai est supérieur à 50%. On voit bien que le jaune est plus important en janvier, février, en mai. Qu'on a une augmentation de l'augmentation de la chlorophylle à totale, donc la biomasse, à partir de mars. On voit bien que à partir de mars, nos camemberts sont de plus en plus grands. Et qu'au printemps, la concentration de chlorophylle diminue de l'aval à l'amont. Donc les populations phytoplanctoniques qui mangent et du rouge, donc Synecoccus, et les picocaryotes. À partir d'avril, on a de nouvelles populations. On a deux populations de Synecoccus, ici et ici, qui sont différenciées par la fluorescence rouge et orange, et deux populations de picocaryotes, ici même. Les populations de nanophytopplancton, donc en fait en jaune on a Synecoccus, en bleu on a picocaryote, et après les variations c'est les deux populations qui apparaissent au printemps. En fait il faut comprendre, c'est un peu complexe, c'est que du coup sur la biomasse totale c'était nanophytopplancton et microphytoplancton, et là c'est uniquement sur le pico et nanophytoplancton. Donc on voit bien qu'en janvier, il y avait beaucoup de phytoplancton, et qu'en mai, il y en a beaucoup moins. On voit que de janvier à mars, il y avait une dominance de Synecoccus, contrairement à avril-mai, où c'est une dominance de picocaryote. Là, c'est les analyses statistiques que je vous expliquais. Donc, en fait, on voit qu'il y a des influences de facteurs environnementaux. On voit qu'on peut différencier les 4 stations d'entrée et les 4 stations de sortie. On voit, là en comparaison les deux, que l'influence de la température va entraîner un changement sur le picocaryote 1, picocaryote 2, Synecoccus 2. Si vous vous souvenez, qu'est-ce que je viens de dire juste avant? Que au printemps, il y avait apparition de deux nouvelles populations, Synecoccus 2 et picocaryote 2. Printemps dit augmentation de température. Donc on voit bien ce que je viens de dire juste avant. Sur la salinité, la chlorophylle et la chlorophylle inférieure à 10 micromètres. J'ai dit au début qu'au printemps, on avait plus de chlorophylle à l'entrée de l'estuaire qu'à la sortie. Et donc à l'entrée de l'estuaire, on a plus de salinité qu'à la sortie. Donc là, on le retrouve en fait dans ces graphiques-là. Et en fait, ça permet de nous consolider et de nous conforter dans nos choix, dans nos interprétations. Donc toujours, on voit bien l'influence des facteurs environnementaux. On voit bien que la station 4, il y a des grands changements
verticaux. Pourquoi? Parce que, en fait, là c'est fond et là c'est surface. Parce que on a l'eau de mer qui arrive comme ça en estuaire. On a l'eau douce qui arrive comme ça en estuaire. L'eau de mer est plus dense. L'eau de mer va descendre comme ça et l'eau douce va passer au-dessus. En fonction des marées, on va retrouver l'eau de mer plus en entrée d'estuaire, à l'intérieur de l'estuaire, ou moins en fonction des marées. En fonction du débit aussi, cela va changer. Et là, on voit que la station 4, c'est la station 4 où il y a le plus de mélange. Je veux dire, il y a plus de changements verticaux en surface et en fond. Alors, en entrée, à la station 1, on a uniquement de l'eau de mer, quasi. À la station 8, on a uniquement de l'eau de rivière, l'eau douce. Et à la station 4, on a une eau très douce à surface et salée au fond. Donc on a de l'eau qui est plus salée au fond qu'en surface. Donc là, c'est ce qu'on voit bien, c'est-à-dire que les paramètres environnementaux, du coup, comme je vous ai dit qu'il y a des paramètres environnementaux qui changeaient en fonction si ça venait de la rivière ou si ça venait de la mer, on voit bien qu'ici, là, on a des très grandes variations par rapport aux autres stations où on voit bien qu'on a plus une eau douce ou une eau salée. Donc pour finir, la conclusion, donc ce que je répétais, donc on voit bien que le débit change avec des débits plus faibles en février et en avril. On voit bien qu'on a une température qui augmente à partir de mars à peu près. Donc on a donc on a une période hydrologique printanière en avril et en mai, et une période hydrologique hivernale en janvier jusqu'à mars. Les sels nutritifs en aval, du coup, à l'entrée de l'estuaire, diminue de janvier jusqu'à mai. Que la chlorophylle A totale augmente de janvier à mai, ce qui est normal. Les plantes dehors, au printemps, il y a plus de plantes au printemps qu'à l'hiver. Tu peux revenir. Et donc, que l'hiver, on a plus de chlorophylle A totale à l'intérieur de l'estuaire, et que l'été, on a plus, au printemps, on a plus de chlorophylle A en entrée à l'estuaire. Et on a un bloom microphytoplancton qui apparaît à partir d'avril. Un bloom, c'est une efflorescence. Une efflorescence, c'est quand toutes les plantes poussent d'un coup. Et donc là... C'est le printemps ou le mois de mars? C'est à la fin de mars, en fait, quand le printemps arrive. Donc on a plein de phytoplancton qui arrivent. Mais du microphytoplancton. Mets la diapo suivante. Parce que du coup, la chlorophylle inférieure à 10 micromètres, donc le nanopicophytoplancton, diminue lui à partir de mars. Donc en fait, le nanopicophytoplancton domine l'hiver. À partir de mars, quand la température augmente un petit peu, on a un bloom de microphytoplancton. Donc les grosses tailles dominent. Après, en fait, les grosses tailles ont mangé tout le sel nutritif. Il ne reste plus de sel nutritif, ou très peu. Et comme ce que je vous ai dit au début, que le piconanophytoplancton est plus... adéquate a plus de facilité à manger et à capter tout le sel nutritif. Donc avec le sel nutritif qui reste, il fait un bloom en mai. Parce que, du coup, on voit la part de piconanophytoplancton est importante en hiver et en mai. Et donc, ça veut dire que en fait, c'est un peu complexe à expliquer, c'est que du coup on a les sels nutritifs qui diminuent. Comme c'est plus facile pour le piconanophytoplancton de capturer le sel nutritif, quand il n'y en a plus après le boom de grande taille, on a un bloom de piconanophytoplancton. Et on a aussi deux espèces. L'hiver, on a une dominance de Synechoccus et une dominance de Picoeucaryotes. La diversité, c'est-à-dire le nombre de communautés, on en a plus au printemps qu'en hiver. Un petit peu ce qu'on retrouve dans les plantes aussi. Et l'abondance de nanopico, ça veut dire que malgré le fait qu'on ait un bloom de nanophytoplancton au printemps, il y en a toujours plus en hiver, quand il y a moins de sel nutritif. Quand ils ont plus de chances de pouvoir capter du phytoplancton. C'est lequel qui a... Ah non, c'est voilà. Ah, c'est la courbe au milieu, ouais. Et du coup, on peut conclure qu'en hiver, on a des réseaux trophiques plus longs, de type microbien,
plus complexes, basés sur nanophytoplancton, et au printemps, des réseaux trophiques courts, de type herbivore, avec des fois quand même des blooms de nanophytophytoplancton. Donc les perspectives d'études et la conclusion, c'est qu'on a un rôle majeur du phytoplancton dans la production primaire en estuaire tempéré. Donc l'intérêt de l'étude que je viens de vous présenter, et l'intérêt de faire de la chlorophylle fractionnée, ce qui nous a donné le bloom de nanophytoplancton. Et pour continuer cette étude, on pourrait par exemple faire donner des années sur le cycle annuel entier, ce que je vais bientôt faire. Mais le service civique me prend du temps et que j'ai pas envie de retourner à faire ça. Et des données sur la variation au cours d'un cycle de marée, ce que je vous ai présenté avec les campagnes où je restais toute la journée. Et donc identifier le microphytoplancton au microscope. Je crois que c'est fini. Ouais, je crois. Et voilà, et c'est vrai que c'était complexe, mais en fait c'était fait pour les scientifiques, du coup, même s'ils ne connaissent pas le sujet, mais voilà, j'espère que vous avez un petit peu compris. Mais... Ouais. Et du coup, en conséquences pratiques, il y a des choses où... En fait, c'est de la recherche fondamentale, en fait, c'est pour ça qu'il est compliqué à expliquer, genre, par exemple, à quelqu'un qui étudie la musique ou des choses comme ça, c'est que il peut avoir des applications, mais là, c'était juste pour savoir, en fait, qu'est-ce qu'il y avait en estuaire de Seine. Parce qu'on n'avait pas de données, en fait. Et on s'aperçoit qu'il y a des données changent suivant les mois aussi. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est pour ça que je disais la variation spatiale et la variation temporelle. Et il n'y a pas de données, mais par exemple, j'ai fait la même chose sur des petits escargots qui s'appellent les foraminifères, qui sont des êtres unicellulaires, mais qui mangent à l'extérieur, ce qui est important parce que du coup, par exemple, là, le phytoplancton, il crée sa propre nourriture avec des sels nutritifs, etc. Et nous, comme le foraminifère, on doit capturer notre nourriture. Et donc, en fait, grâce avec les données que je pouvais avoir, j'avais à peu près ces mêmes données là, je pouvais savoir en fait parce qu'il y a des espèces qui sont tolérantes et des espèces sensibles. Ça veut dire que si il y a une grande pollution, il y a des espèces qui vont venir ici. Il y a des espèces sensibles, quand il y a un peu de changement d'environnement, du coup elles vont partir, il y a de nouvelles espèces qui vont arriver. Et en fonction de ces ratios-là, espèces tolérantes sensibles, je peux savoir en fait l'impact de l'homme sur l'environnement, l'impact des changements, l'impact du changement. Et donc là, je peux faire un bioindicateur, c'est ce qui s'appelle. Donc là, on ne l'a pas fait avec le phytoplancton, mais par exemple, s'il y a plus cette espèce-là, du coup, on peut dire qu'on a 4 sur 5 au niveau de pollution. Et donc, on peut dire l'impact. Moi, j'ai travaillé sur la station d'épuration de Montpellier, la station d'épuration de Sète, le port de Marseille, et c'est tout. Et du coup, je pouvais déterminer en fonction de la saison, en fait, l'impact de l'homme, s'il y a des changements, etc. Mais là, c'était vraiment la recherche fondamentale pour. Et voilà, pour découvrir un petit peu, parce qu'on n'avait aucune donnée là-dessus. Et tu as travaillé tout seul ou tu étais avec des chercheurs là, j'étais un peu tout seul là-dessus. Après, en fait, j'ai travaillé pour un mec qui était en thèse, lui sur le phytoplancton, non, sur le plan, lui sur le phyto, tout court. Mais phytobenthique, benthique c'est sur le sable, et phytoplancton. Et du coup, lui, il travaillait sur tout ça. Et du coup, moi, je travaillais en particulier sur la piconanophytoplancton. Vous avez peut-être entendu, l'année dernière, il y a quelqu'un qui est mort, un chercheur, du coup un chercheur du laboratoire là. Ils sont allés, moi j'étais au laboratoire Boréa, qui est un laboratoire en sciences, et du coup en fait, ils voulaient chercher du phytobenthos, ça veut dire les algues qu'il y a sur la plage. Et du coup, un chercheur, un postdoc tunisien, il s'est fait recouvert par la mer, tout ça. Et du coup, il est mort en estuaire de Seine au printemps dernier. Là. Ah ouais? De Boréa? Ouais. Il a connu des effluves, des non, c'est que du coup, il s'est pris la marée dessus. Ah oui. Oh, c'est trop cool. Il s'est fait surprendre par la marée, tu veux dire? Ouais, la marée, ouais. Il était pas... du coup, il savait pas nager, et ils l'ont emmené comme ça. Et les campagnes, en fait, ils en font pas beaucoup. Du coup, c'est des campagnes de dingue où on fait plein de prélèvements, tout ça. Et là, c'est dans la boue, c'est dans la vase, tout ça. Et du coup, il est mort. Ah, mais c'est horrible. Moi, je travaillais à Port-en-Bessin, l'Ifremer, mais sur le foraminifère, en fait, moi j'ai fait ça en stage, du coup j'ai moins travaillé. Après, sur le phytoplancton, j'ai été embauché en CDD là-dessus pendant 2 mois. Ah ouais. Et du coup, il faut que je refasse des dossiers là-dessus, mais parce que c'est beaucoup de données statistiques, beaucoup de trucs en labo. Là, c'est vraiment très présenté avec c'est facilement. C'est plein de données, des graphiques, tout ça. Ouais, c'est un même complexe à comprendre, mais en gros, c'est pour dire que c'est un peu comme des plantes, et c'est qu'il y a des plantes qui sont plus là,